Avec sa chaîne Marketing Mania, Stan Leloup est devenu numéro 1 dans la niche du business en ligne francophone sur YouTube, de 2015 à 2020. Et tout le monde explique son succès en disant que c'est un génie, qui a tout compris au marketing, qui fait des vidéos d'érudits scriptées au mot près et qui a les références les plus pointues du marché. Mais est-ce vraiment le cas ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la stratégie YouTube de Stan Leloup? C'est ce que j'ai demandé à Frédéric Garcia, l'ancien responsable de la stratégie éditoriale chez Marketing Mania. Parce que les gens ils sont en extase en fait. Waouh, Stan, trop fort l'analyse et tout. Et moi je sais, j'étais comme ça parce que j'étais client de Marketing Mania avant d'entrer dans l'équipe. À tel point que l'autre fois sur LinkedIn, quelqu'un essayait de m'expliquer la stratégie de Stan Leloup. Tu vois. Je sais, c'est moi qui ai fait la stratégie éditoriale pendant 3 ans. Je la connais. Mais je me dis, ouais, mais tu peux pas comprendre, tu vois. Et si vous pouviez copier-coller sa stratégie pour devenir numéro 1 dans votre niche sur YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une bonne stratégie YouTube se résume en 2 ingrédients. Attirer l'attention et garder l'attention. Pour attirer l'attention, Marketing Mania utilise souvent la même recette. Une recette de mes vidéos, c'est il y a 2 grands éléments. Et pour une vidéo virale, il faut que je trouve un exemple dont les gens auront déjà entendu parler. Il faut que je leur dise une chose qui est nouvelle sur cet exemple. Donc souvent, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve cet exemple connu. Il faut que je le connecte avec un concept, soit de psychologie ou un concept de marketing. Il prend un sujet tout public et il trouve un angle intriguant. Par exemple, de ma vidéo PewDiePie, mais j'ai trouvé un angle plus fort, qui est de dire PewDiePie sera la plus grosse influence culturelle du 21e siècle. C'est un gros angle, un truc auquel t'as jamais pensé, mais qui en même temps, si tu réfléchis, ça fait sens. Parce que aujourd'hui, tout passe sur Internet, la vidéo domine Internet, YouTube notamment domine la vidéo, et PewDiePie domine YouTube. Donc si vous partez de zéro et que vous voulez lancer votre chaîne sur YouTube, naturellement, vous pouvez être un peu perdu dans tout ça. Alors voilà ce que vous pourriez faire. Déjà, réfléchir aux idées de vidéo par rapport à sa niche, à son positionnement. Tu parles d'entrepreneuriat, Oussama c'est bankable. Donc selon le positionnement et la niche de cet entrepreneur, réfléchir c'est quoi un peu les hotspots ou les hot topics de sa chaîne qui ont un potentiel de viralité. Comment tu fais? Tu connais les hot topics de ta niche ou tu les trouves en faisant des recherches. Les sujets négatifs attirent naturellement plus notre attention. Le concept central ici est le biais de négativité, qui est la tendance à prêter davantage d'attention aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Et ça, Stan Leloup l'a bien compris, parce que quand on regarde sur sa chaîne, on peut voir qu'il y a plein de vidéos qui s'appuient sur ce biais-là. Comment Fortnite nous rend addictifs, l'erreur marketing de Pepsi, etc. etc. Attirer l'attention c'est bien, mais ça suffit pas. Parce que si tous les viewers quittent la vidéo après avoir cliqué dessus, tout ce travail aura été fait pour rien. Alors voilà comment Stan Leloup fait pour garder notre attention jusqu'au bout de ses vidéos. Quand on démarre sur YouTube, on a l'impression d'être invisible, d'avoir des choses super intéressantes à partager, mais personne en face pour les écouter. Nos vidéos font très peu de vues et c'est hyper déceptif. Et donc si c'est le cas, c'est probablement qu'il manque un ingrédient secret pour que ça marche, le storytelling. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille, sur le rythme et le storytelling de mes vidéos, la manière dont elles sont structurées. Donc, par exemple, une chose que je fais pas, c'est des vidéos sous forme de liste. Tu vois, genre 7 conseils sûrs où je fais pas une analyse et du coup, il va y avoir des hauts débats où je vais y mettre une hypothèse, je vais trouver des éléments. Et c'est pour ça que le travail sur la structure est important. Sur une vidéo d'analyse, je veux pas juste donner des petits conseils et faire des petites analyses et donner des petites infos par-ci par-là. Il faut que cette analyse construise un tout et à la fin, tu dis, tiens, je suis en train de voir le truc de manière totalement différente. L'élément le plus crucial d'une bonne histoire, c'est son introduction. C'est ici que tout va se jouer. T'as un bon sujet, t'as une bonne idée dans la manière de traiter le sujet. Comment tu commences ta vidéo? C'est quoi l'accroche? Est-ce que c'est je me suis mis comme défi d'être 4 jours dans la forêt? Ok, mais du coup, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est bien que tu commences par un money shot, justement, un extrait de ce qu'on va voir plus tard, où t'es en galère, où on te voit en train de couper un arbre et de galérer, un tronc qui tombe, machin. Tu le mets au début, c'est ton premier plan. Les gens se disent, waouh, j'ai cliqué sur un mec qui survit dans la forêt. Boum, il est en train de couper un arbre et il y a l'arbre qui s'effondre, je veux savoir la suite. Et dans ces vidéos, Stan Leloup utilise généralement 3 manières de débuter ses histoires. Il va soit dresser un problème avec des complications et un dénouement qui arrivera plus tard dans l'intrigue, soit parler d'un mystère, soit mettre en place un conflit. Par exemple, la vidéo Squeezie versus Thibaut InShape que j'ai faite base sur un élément de conflit. Il y a telle personne qui dit ça, telle personne dit ça, et ils sont en conflit. Directement, tu as une accroche et tu as envie de comprendre comment est-ce que le truc va se dérouler. De base, de toute manière, on est sur une structure où il faut introduire un enjeu dès le départ, faut introduire ensuite un certain nombre de complications, et il faut qu'à la fin, j'ai un dénouement. Donc ça, tu vois, c'est la grande structure. L'avantage d'une bonne histoire, c'est qu'elle va captiver l'attention sur une durée très longue. Donc on va pouvoir aller sur du format long, et ça, l'algorithme YouTube adore.
plus le watch time est grand, plus la vidéo est récompensée. Et ça, Stan, il capitalise à fond dessus. À mesure que mes vidéos deviennent de plus en plus longues, parce que j'ai une stratégie sur YouTube qui est de faire des vidéos toujours plus complètes, toujours plus longues. Il y a deux raisons pour ça. Il y a une raison qui est une raison algorithmique, qui est que je vais faire des vidéos qui vont être mieux recommandées sur YouTube, et YouTube recommande en fonction du watch time. Donc une vidéo de 18 minutes marchera mieux qu'une vidéo de 10 minutes. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est ma différenciation, c'est une raison de compétition. Et à la fin de la vidéo va systématiquement arriver cette situation de dénouement qui va un petit peu boucler l'arc narratif et qui va délivrer chez nous, viewers, cette sensation de plaisir et cette expérience vraiment positive, qui nous donnera aussi envie de revenir à la prochaine vidéo, voire d'en mater une deuxième tout de suite. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu regardes une série où il y a un mystère policier, et à la fin de l'épisode, tu as la réponse. Tu vois. Et donc, tu as cette continuité de « tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe après ». Et moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille, sur le rythme et le storytelling de mes vidéos et la manière dont elles sont structurées. Et c'est ça qui va faire cet effet des gens qui se disent « Ah tiens, c'était vachement satisfaisant comme vidéo, je vais peut-être en regarder une autre, ou je vais m'abonner à cette chaîne, ou je vais voir ce qu'il raconte sur sa liste email. » Donc en résumé, c'est assez simple. Avoir une idée forte avec un bon angle et bien la traiter, avec du storytelling. Donc pour résumer, numéro 1, ta vidéo doit avoir une idée centrale qui est à la fois surprenante et forte. Numéro 2, cet angle doit pouvoir être raffiné et distillé dans une phrase pour le titre et pour la miniature. Et numéro 3, chaque élément concret doit être généralisé dans une théorie, et chaque théorie doit être expliquée par un exemple. Et c'est faire ce travail-là qui va permettre à la chaîne d'émerger. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes qui sont plutôt des chaînes un petit peu tuto, où ça va être que des vidéos, comment faire ci, comment faire ça, 5 tips pour faire ça, comment optimiser votre profil Instagram, etc. Et quand bien même ces vidéos vont peut-être faire des vues, il n'y a pas un véritable lien qui est créé avec l'audience. Ce qui veut dire que peut-être que les gens regardent les vidéos parce que c'est dans leur feed. Si jamais demain il y avait un changement d'algorithme, ils ne feraient pas l'effort d'aller taper votre nom pour vous retrouver parce qu'il n'y a pas eu un lien particulier créé. Le but du storytelling, c'est justement de donner encore une meilleure expérience qui va créer un lien beaucoup plus fort entre le créateur et l'audience et qui vont faire qu'on va vraiment s'attacher au créateur. Et après, ça va être l'exécution, c'est réfléchir à ton storytelling. On revient à ça en fait. Quand je parle de script, c'est le storytelling. Donc, ouais. Mais même si ça paraît très simple, c'est sans doute là que se cache la clé de voûte du succès de sa stratégie YouTube. Le fait d'avoir une vidéo bien scriptée induit une autorité, à tel point que Stan va pouvoir s'approprier les grands concepts marketing d'autres auteurs ou entrepreneurs, les intégrer dans ses vidéos et bénéficier de leur aura comme si ça venait de lui. Donc dans la vidéo Thibaut InShape dont je t'ai parlé, il y avait un concept central qui est au final un concept assez profond à mon avis, qui vient pas de moi, hein. Je te le dis, donc j'ai le droit de dire qu'il est profond, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Donc tu peux être soit trop dans la théorie et les gens sont un peu, voilà, c'est intéressant, en même temps je vois pas trop comment appliquer ça, soit trop dans l'analyse, mais là tu fais juste du drama et t'es un peu sur la surface, seulement tu décris ce que t'es en train de voir, et t'as un peu un mix des deux où tu utilises le cas concret pour introduire une théorie et tu utilises la théorie pour expliquer et approfondir le cas concret. Du coup, il va capitaliser sur les idées et l'expertise des autres en les associant à son nom de manière suggérée et indirecte. Il n'y a pas forcément de mauvaises intentions là derrière, mais le fait d'avoir des vidéos bien scriptées et bien produites vont asseoir une autorité et lui permettre de bénéficier de ce premium-là en s'appropriant l'aura des autres en fait. Les vidéos scriptées, c'est très bien pour créer une valeur perçue. Quand tu connais les coulisses versus l'image que les gens ont de Stan Leloup par exemple, et de la marque et tout, c'est marrant de voir à quel point vraiment il a réussi à avoir un branding, un personal branding super fort, parce que les gens ils sont en extase en fait sur les vidéos de Marketing Mania. Ouais. Et après ils sont là, waouh Stan, trop fort l'analyse et tout. Et moi je sais, j'étais comme ça parce que j'étais client de Marketing Mania avant d'entrer dans l'équipe. Tout ça c'est super, mais la réalité c'est que faire tout ce travail de chercher un sujet hot topic, de trouver un angle, de scripter la vidéo, de la tourner, de la monter, ça prend un temps monstre. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire si on a peu de temps à y consacrer? Et c'est peut-être votre cas. C'est ce que j'ai demandé à Frédéric. MrBeast il dit souvent ouais revenez me parler quand vous aurez fait 100 vidéos parce que les 100 premières elles vont être mauvaises, et c'est pas vrai en fait. Quand tu regardes Ego, il a cartonné dès le début, Micode a cartonné dès le début, donc oui bien sûr la qualité elle va augmenter, tu vas prendre l'expérience. En fait si tu veux faire des vidéos très scriptées, des vidéos et d'essais qui durent 20 minutes, 25 minutes au montage final, ça sert à rien que tu dises je vais faire ça une fois par semaine parce que tu vas pas arriver à faire. Si tu sais que tu as besoin de 2 semaines pour faire le script, le tournage, le montage de ta vidéo scriptée de 20 minutes, ne la sort que toutes les 2 semaines. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Ça représentera un coût humain, d'énergie. C'est même pas le matos, parce qu'aujourd'hui avec un smartphone de qualité, tu filmes. Ouais, tu peux. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut savoir ce que vous voulez faire. Moi, j'encouragerais les gens à réfléchir tout de suite un peu comme un business. Vous pouvez faire du divertissement, un truc créatif, du truc artistique, il n'y a aucun problème. Mais comme vous allez être en compétition avec des gens en fait, qui sont arrivés avec une vision, un positionnement, une stratégie, voilà. En réalité, il existe aussi des alternatives. Depuis peu, on voit une alternative aux vidéos scriptées arriver sur le marché. La vidéo RAW. Pas de script, pas de montage, pas de miniature. Super simple. Ça peut marcher,
mais sous réserve de valider certains prérequis. C'est un modèle qui est valable, mais pour que ce modèle il marche, il faut avoir un positionnement, je pense, très précis. L'exemple que je prends tout le temps, c'est la sexualité, justement. Ah oui, parce qu'en fait, c'est tellement précis que tu auras l'attention des gens qui sont intéressés par ça. Des choses où les gens ils sont malheureux, donc c'est souvent l'amour, ça marche beaucoup, l'argent, tout ce qui est make money online, évidemment. Les gens ils disent, ah, je veux gagner plus, ou je veux quitter mon travail, etc. Tu peux faire des vidéos très face caméra, peu scriptées. Le mec il s'en fout que ton éclairage soit pas bon. Il veut savoir comment quitter son taf, comment doubler son salaire, comment récupérer ou oublier son ex, comment être un meilleur mec au lit, etc. Tous ces trucs qui sont vraiment des souffrances un peu fondamentales, quoi. Tu vois, chez les gens, t'as pas besoin de t'embêter à faire des scripts. Pour bénéficier de la prime à l'authenticité, il faut soit être très niché sur un sujet spécifique qui répond à une véritable douleur chez l'audience, soit avoir déjà une très forte réputation. Si The Rock faisait une chaîne YouTube pour parler d'Hollywood en se filmant à la webcam sans miniature ni rien, ça cartonnerait, parce que c'est The Rock. Quand des entrepreneurs qui ont déjà dépassé le seuil des 10 millions par an avec leur entreprise se filment devant un whiteboard pour expliquer ce qu'ils font, ça marche parce qu'ils ont la réputation qui back le contenu. Pour autant, si moi je faisais ça, ça marcherait peut-être pas, parce que le messager fait partie intégrante du message. C'est en s'appuyant sur ces leviers-là que Stan Leloup et son équipe ont pu développer la chaîne de Marketing Mania, mais la réalité c'est que Stan Leloup, il n'est pas là pour devenir youtubeur. Il a une entreprise et des choses à vendre. Donc comment faire pour que la chaîne permette de fidéliser réellement l'audience pour pouvoir vendre des produits et pas juste faire des vues pour faire des vues ou bénéficier des revenus publicitaires. Faire des vidéos d'analyse tout public, c'est bien pour attirer du monde, mais ça a ses limites. Parce que faire des vidéos virales, si tu veux, pour faire des vues sur des gens qui sont curieux de PNL, moi, ça m'apporte pas, c'est pas ça qui drive mon business. Ce qui drive mon business, c'est les gens qui vont vraiment trouver ce que je raconte extrêmement utile et qui vont ensuite payer pour mes conseils, soit dans des formations, soit dans du coaching. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que si on est entrepreneur sur YouTube, on n'est pas là forcément pour devenir créateur, mais on a un truc à vendre. Et il faut que notre chaîne nous permette d'atteindre ce but. Si on réfléchit au rôle que joue la chaîne YouTube dans mon entonnoir de vente, c'est vraiment le tout haut du tunnel. L'objectif, c'est que tu veux mettre le maximum de gens en haut de l'entonnoir et optimiser ensuite chaque étape de l'entonnoir pour qualifier les gens intéressés, les persuader qu'il y a de la valeur et les amener à l'étape suivante. Donc sa chaîne peut elle-même être abordée comme un entonnoir. Et dans cet entonnoir, ça commence avec des vidéos tout public. Ces vidéos un peu plus grand public, je les vois un petit peu comme un système d'engrais, de faire rentrer des nouvelles personnes dans le business. Quand je fais une vidéo sur Thibaut InShape et que je fais 850 000 vues, il y a 850 000 personnes qui ont vu une première vidéo de Marketing Mania, qui vont se souvenir de la manière dont ma miniature ressemble, ils vont se souvenir de ma tête, et surtout l'algorithme YouTube va se souvenir qu'ils ont regardé une vidéo. Ce qui veut dire que à chaque vidéo que je fais et qui marche bien, j'ai toutes ces personnes qui ont déjà regardé une de mes vidéos jusqu'au bout et qui vont être recommandées d'autres vidéos. Donc c'est ça qui nourrit la chaîne et c'est ça qui va la faire grossir au fil du temps et c'est ça qui va faire que ça devient de plus en plus facile pour mes vidéos de devenir virales ou de toucher de nouvelles personnes, de toucher les personnes qui seront intéressées. Mais il y a aussi des vidéos plus pointues sur des sujets de marketing pour créer du lien avec le cœur d'audience. Le deuxième type de vidéo que je peux produire, c'est des vidéos qui sont là pour approfondir ma relation avec mon audience, en racontant quelque chose sur ma vie ou en partageant quelque chose sur ma manière de faire. C'est de créer un storytelling, un conflit et donner l'impression aux gens que je vais pas juste leur raconter ma vie pendant 20 minutes, mais je vais leur raconter un truc qui est intéressant et aussi qui va pouvoir les aider. Le troisième type de vidéo que je produis sur ma chaîne, c'est des vidéos extrêmement pointues qui se prêtent pas nécessairement à faire une vidéo virale, mais je pense que ça apporterait vraiment de la valeur pour les gens qui me suivent. Et si Stan Leloup accorde autant d'importance aux analyses tout public, c'est parce qu'il veut faire rentrer un maximum de personnes dans son entonnoir. L'idée, c'est que ça coûte pas plus cher de faire une vidéo qui fait 800 000 vues qu'une vidéo qui fait 50 000 vues. Est-ce que dans mes 800 000 vues, il y a 2/3 des gens qui sont pas intéressés vraiment par le marketing et qui sont là en touriste? Oui, mais c'est pas important parce que ça me coûte rien de les toucher. Tout ça, c'est super, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens ont essayé déjà de l'appliquer, et rares sont ceux qui ont eu son succès. Alors pourquoi la chaîne Marketing Mania est devenue numéro 1 sur son secteur à son âge d'or, pas juste un mec de plus parmi tant d'autres? Là où dans la niche du business en ligne, tout le monde appuie sur les mêmes leviers, montrer sa richesse, parler plus de son lifestyle que de l'activité en elle-même, Stan, il fait tout l'inverse. Un des trucs qui marche sur ma chaîne, c'est que j'essaye pas de t'emballer ça avec du lifestyle, avec du voyage, avec de la Lambo, tu vois. Et c'est faire différemment des autres qui nous rend uniques. Donc ça lui permet de se différencier, mais aussi de préserver sa crédibilité. Je peux avoir aussi bien des gens qui me suivent parce que ce que je raconte est intéressant, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont des marketeurs très expérimentés qui me suivent et qui me disent « Tiens Stan, ce que tu fais, c'est super cool, tu vois. » Qui me suivraient pas si je faisais juste du divertissement. Pour être honnête, tu vois, moi, j'ai jamais voulu vendre ce rêve, aussi parce que je me dis, dans 10 ans,
je sais pas si je voudrais être vendeur de rêve, tu vois. Si ça se trouve, dans 10 ans, ces contacts de gens qui me suivent aujourd'hui sur YouTube et qui sont des grosses boîtes, ça pourra m'être utile pour faire des trucs, pour faire des projets ou pour vendre, tu vois. Moi, ça m'intéresserait, en tout cas, que cette porte-là ne soit pas fermée et du coup, de rester sur ce côté où je garde ma crédibilité en tant que marketeur et j'ai pas envie de passer juste pour un guignol parce que pour un guignol, ça peut être cool pour ton audience, mais derrière, tu vois, tous les gens que je veux toucher à long terme, ils peuvent me perdre à ce niveau-là. Et on peut faire le parallèle avec la chaîne YouTube de Yann Leonardi, un consultant en growth marketing pour les startups qui a une posture assez similaire. Yann Leonardi, par exemple, c'est quelqu'un... Ses vidéos sont assez amusantes parce que je trouve qu'il a un défaut, mais je sais que ce défaut, il l'a choisi en fait. C'est le jargon. Il dit en gros, je fais exprès d'avoir un langage un peu compliqué parce qu'en fait, je veux tout de suite être identifié comme le mec sérieux. Stan Lelow, lui, il préfère parler au plus grand nombre malgré tout parce qu'il trouve que c'est bon pour son business. Maintenant, c'est vrai que j'ai développé cette audience qui est beaucoup plus large, donc je peux aussi être cette personne qui va être la porte d'entrée. Et tu sais bien que la personne qui est ta porte d'entrée dans un domaine va avoir un pouvoir énorme, ne serait-ce que sur le fait de définir un petit peu les codes. C'est-à-dire que les gens qui me découvrent, ils vont avoir une certaine vision du marketing qui est la mienne. Donc en fait, je définis un petit peu les règles du jeu sur ces prospects. Maintenant, ces gens-là, je fais deux choses avec eux. La première chose, c'est que, tu vois, j'ai mon livre qui sort. C'est aussi un moyen pour moi de dire, OK, le marketing, vous trouvez ça intéressant, mais vous n'êtes pas encore au niveau où vous êtes prêt à lancer un projet et à acheter une formation et à vous y mettre aujourd'hui. J'ai un truc entre les deux maintenant, c'est un livre. Ça, c'est un concept qui a été vulgarisé dans l'entonnoir des niveaux de conscience. Cette théorie-là, elle explique qu'on a différents niveaux de conscience de nos problèmes. Et plus on est conscient de nos problèmes, plus on est prêt à passer à l'achat pour les résoudre. Et donc la plupart des marketeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'adressent aux 3% de la population qui sont prêts à acheter, parce que c'est les gens qui vont être les plus rapides à convaincre. Mais le problème, c'est que du coup, 97% des marketeurs s'adressent à ces 3%-là, donc il y a une concurrence qui est féroce. Tandis que Stan Lelow, lui, il va plutôt s'adresser aux gens qui sont en haut de la pyramide, qui sont encore problème unaware, qui sont assez peu éduqués sur le sujet, et donc il va avoir un cycle de vente peut-être un petit peu plus long, parce qu'il va falloir que les gens prennent conscience de leurs problèmes, etc. avant d'aller acheter chez lui, mais par contre il va s'adresser à 97% des gens, là où il y a en plus moins de concurrence. Et ce qui est important pour une marque comme Marketing Mania, c'est qu'elle se reconnaisse facilement. Là-dessus, il y a un super exemple sur YouTube, c'est le cas Sam Sulek. Sam Sulek, c'est un go muscu. Là, il a plus d'1 million d'abonnés, 1 million ou 3 millions, je sais plus. Il a défrayé la chronique parce qu'en gros, il ne travaille pas ses miniatures. Il disait, mais c'est l'antithèse. Nous, on est en train tous de payer des graphistes pour faire des super miniatures, et lui, non, il allume, il s'en balèque. Et en fait, je pense que un truc que les gens oublient au sujet de Sam Sulek, c'est qu'il a tout le temps une casquette. Tu vois la petite casquette, tu vois la coupe de... Tu reconnais en fait. Tu peux pas le confondre. Donc, même si effectivement c'est assez brut et tout, il y a une forme de branding en fait. Il s'avère qu'on peut reconnaître une miniature de Marketing Mania. Le style est répétable. Et donc créer une marque comme Marketing Mania, forcément ça va demander du temps pour vraiment marquer les esprits. Et comme je te disais, moi j'ai aussi cette idée de le business que j'ai aujourd'hui, c'est pas forcément le business que j'ai demain, il va pas s'y résumer, tu vois. Je peux faire levier sur ma chaîne, sur un autre business qui est annexe. Moi c'est aussi un truc où je me dis, j'essaye de voir de plus en plus mon business sur le long terme. En fait, les gens ont souvent l'impression que je suis sorti de nulle part, et souvent la perception que les gens en ont, c'est que Stan Lelow, il est passé de 0 à 100 000 abonnés, quoi, et on l'avait jamais vu nulle part, ce mec, et tout d'un coup, ça devient la plus grosse chaîne YouTube de marketing. De mon point de vue, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. C'est-à-dire qu'une réflexion, c'était que j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne en 2012. Et une chose qui est très claire, c'est qu'effectivement, au fil du temps, les choses s'accélèrent. C'est l'accumulation de 7 ans de creuser ce truc-là. Mais si ça prend du temps, n'oublions pas que le début c'est sans doute le plus dur et que le reste du chemin sera sans doute plus rapide. Normalement, gagner 50 000 abonnés, ça pouvait me prendre 6 mois. Là, c'est arrivé très vite, notamment grâce à certaines vidéos qui ont eu une grosse performance, et puis globalement, l'effet boule de neige où les choses s'accélèrent et les choses deviennent de plus en plus faciles. Et au final, c'est ça l'effet boule de neige. Au final, c'est vous commencez avec 10 personnes qui en parlent à 10 autres, qui en parlent à 10 autres, qui en parlent à 10 autres, et assez rapidement, vous êtes à 250 000. Marketing Mania a eu son âge d'or dans la niche du business en ligne francophone grâce à une stratégie bien huilée. Une stratégie qui lui a permis de créer une réelle fascination autour de sa marque. Pour autant, elle n'est pas si compliquée qu'on pourrait le penser. Attirer l'attention avec des sujets tout publics et un angle intrigant, garder l'attention avec des vidéos scriptées et bien storytellées, voir sa chaîne en entonnoir, mettre plus d'efforts sur la qualité que tout le reste du marché et passer l'épreuve du temps pour devenir la figure d'autorité. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer une petite audience qualifiée sur YouTube qui achète ce que vous faites sans y consacrer plus d'1 jour par mois, c'est justement ce qu'on fait nous pour nos clients. Donc si ça vous intéresse, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle je vous partage du coup la stratégie qu'on met en place chez nos clients
vous pouvez la récupérer avec le lien en description. Vous aurez juste une page web dans laquelle vous devrez écrire votre email et la vidéo s'affichera tout de suite. Si ça vous parle, foncez, on se voit tout de suite de l'autre côté. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.